Okay, we're in. Bien, We're not quite in added time. We're going into the last nous allons aborder 5 minutes, 10 minutes of the game, as we say in les football. 5 ou 10 dernières minutes du jeu, comme on dit au football, et ce sont les plus importants parce que ce sont les points, c'est le moment où vous pouvez risquer de perdre votre concentration. Tout d'abord, je voudrais vous montrer brièvement une vidéo avant de passer au panel de conclusion. Et cette vidéo, c'est le centenaire de l'OIT. Et l'OIT est composé d'une instance tripartite avec les États, les travailleurs et les employeurs. Et ce qui est intéressant dans ce que nous allons voir, hier, nous avons eu l'ambassadeur de la France qui parlait des Jeux olympiques en 2024 à Paris et de la charte sociale. Ce que cette vidéo va montrer, c'est l'esprit de collaboration entre Paris 2024, le travail et ce que l'on veut, ce qu'on veut obtenir lorsque les employeurs, les travailleurs et les États travaillent ensemble. Regardons le film. Le 28 juin 1919, sous l'égide du traité de Versailles, naît l'Organisation internationale du travail. Dans son préambule, la constitution de l'OIT déclare « Les hautes parties contractantes sont mues par des sentiments de justice et d'humanité, aussi bien que par le désir d'assurer une paix mondiale durable. » Et pour l'OIT, il ne saurait y avoir de paix universelle et durable sans un traitement décent des travailleurs. Le traitement décent des travailleurs est un sujet qui occupe depuis longtemps Albert Thomas. Le 17 avril 1919, l'ancien ministre de l'Armement et des Fabrications de guerre défend devant la Chambre des députés sa proposition de loi sur les 8 heures. Ainsi se trouvent réalisés les 3-8, 8 heures de sommeil, 8 heures de travail, 8 heures de loisirs. Les loisirs de l'ouvrier, un autre homme s'en préoccupe. Il a réinventé les Jeux Olympiques en 1896. Il sera jusqu'en 1926 l'incontournable président du Comité international olympique. Mais en 1923, le baron Pierre de Coubertin est investi sur un autre sujet. Il s'est rapproché de l'OIT et travaille d'arrache-pied avec Albert Thomas pour unir monde du travail et monde du sport, démocratiser les loisirs et faire progresser la cause ouvrière lors de grands événements sportifs. Sans le savoir, les deux hommes posent les bases d'une charte sociale qui verra le jour 100 ans plus tard, au JO de 2024, à Paris. Avec Anne Hidalgo, on partageait vraiment cette ambition d'offrir un nouveau modèle d'organisation des Jeux. Aussi surprenant que cela puisse paraître, jamais des Jeux Olympiques n'ont été envisagés dans une capitale avec des objectifs sociaux affirmés. Cette charte, par exemple, sur l'accès à l'emploi, elle va permettre de développer, notamment en Seine-Saint-Denis, dans les territoires où les sites de compétition vont être construits, de pouvoir aller repérer, chercher, former des jeunes qui sont aujourd'hui peut-être loin de l'emploi pour les ramener vers l'emploi. Le sport, il est comme tout élément de la vie. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément de la vie qui, à un moment donné, n'est pas traversé par une réalité du travail. La raison que l'on s'y intéresse en tant qu'organisation syndicale, elle est de s'assurer que les conditions de réalisation qui sont en amont, pendant et après, eh bien, sont bien respectueuses des normes sociales du pays et des normes sociales internationales. L'enjeu, c'est autant de réussir les Jeux que l'avant et l'après-Jeux. Et en ce sens, la charte sociale constitue dans cet édifice une pièce absolument fondamentale. Que ces Jeux soient utiles. Et de fait, ça nous a amené à se dire qu'il fallait construire une stratégie sur ces sujets d'héritage, sur cette dimension sociétale du projet, pour qu'on ait l'adhésion de la population. Avec le charte social, on franchit un palier supplémentaire. Le pouvoir que le sport possède pour unifier
les gens et pour, dans ces cas-là, pour contribuer aussi au développement social. C'est vraiment quelque chose qui va laisser, je pense, des conséquences pour l'avenir, des conséquences très importantes pour Paris, pour la France, mais aussi pour la suite de cette histoire. Peut-être, c'est peut-être trop tôt pour le dire, que ces Jeux Olympiques, cette charge sociale qu'on a réussi à signer, peut nous aider à servir de modèle. Si la charte n'est pas respectée, par exemple, il risque d'y avoir des tensions sociales, ça c'est sûr. Mais il faut reconnaître que du côté du patronat, le départ est plutôt bon, puisqu'on est dans le sport, on a pris un bon départ. Donc moi je suis très heureux de ce départ et aujourd'hui la dimension sociale de cet événement planétaire, elle est vraiment bien installée au cœur de l'organisation. Thank you for that. So it is only fitting that we conclude the Sporting Chance Forum. Donc nous pouvons, il est tout à fait logique que nous concluions notre manifestation avec Pascal, secrétaire d'État du gouvernement de la Suisse, Moussa Oumarou, vice-directeur général, partenariat et opérations sur le terrain de l'OIT, Mathias Thors, vice-secrétaire général, l'Organisation internationale des employeurs, Tin Noonan, directeur de la campagne mondiale pour les syndicats internationaux, et Mary Robinson, présidente du Centre pour le sport et les droits de l'homme. So we'd like to start by giving la parole en français to our host for not only Je vais donner la parole à notre hôte parce que le centre est basé à Genève, donc en Suisse. Mais Pascal, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Excellences, chers panélistes, Mesdames et Messieurs, il y a à peine 2 ans, à quelques pas d'ici, les actrices et les acteurs de la plateforme Mega Sporting Events s'engageaient à tout mettre en œuvre pour créer un centre pour le sport et les droits de l'homme. Le voici devenu une réalité de briques et de mortier que nous sommes orgueilleux d'accueillir ici à Genève. Et pourtant, le centre ne devait pas être un but en soi. Il est un moyen d'élargir encore davantage la participation à notre effort collectif pour les droits humains dans le sport grâce à la contribution de toutes les parties prenantes à travers le monde. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous vivons une année tumultueuse, marquée notamment par le réveil de peuples luttant pour le climat, la démocratie, la liberté d'expression et l'égalité partout dans le monde. C'est dans ce contexte que la pratique du sport, en tant que véhicule de réalisation des droits humains et surtout de l'égalité de genre, s'est manifestée à travers des moments dramatiques, mais aussi de remarquables réussites. Laissez-moi mentionner 3 exemples qui ont été déjà discutés ici. Il y a peu, le 1er octobre 2019, une ligue de football féminin a été créée pour la première fois au Soudan, suite au soulèvement populaire qui a vu la chute du régime de Omar al-Bashir. Sarah Edward et ses coéquipières, récemment filmées dans Khartoum Offside, ont voulu construire un rêve, celui de mettre sur pied une équipe soudanaise pour la Coupe du monde féminine de football. Cela montre que malgré les obstacles dus aux traditions, à la religion ou à la politique, les liens créés par le sport ont une force positive phénoménale. Celle-ci est reflétée dans les expressions de lutte pour la démocratie et l'égalité dans le monde. Un deuxième exemple, le drame de Sahar Kodayari, la Dame bleue, qui s'est immolée après avoir été arrêtée pour avoir simplement voulu assister à un match de football en Iran, a déclenché un mouvement de soutien
qui a enfin ouvert les portes des stades aux spectatrices femmes. Et comme troisième exemple, le cas de Hakim Al-Araibi, que vous avez pu entendre témoigner ici, que nous avons aussi l'honneur d'accueillir, a suscité une mobilisation internationale. Pour Craig Foster, journaliste sportif et l'ancien football star australien, la lutte pour la libération de ce jeune homme s'est transformée dans une lutte pour toutes les personnes méritant un traitement humain, surtout les réfugiés. L'action collective est l'épine dorsale de l'impact du travail du Centre pour le respect des droits humains dans le contexte du sport. Le pouvoir positif des peuples unis par des causes communes est plus fort que les expressions à caractère raciste, homophobe ou sexiste qui affectent ponctuellement le bon déroulement de manifestations sportives. Ces expressions sont minoritaires et il faut justement les isoler tout en promouvant l'éducation et les modèles positifs. Ces événements ont marqué la première année d'existence du Centre. Celui-ci a su capter l'air du temps et catalyser les actions collectives en faveur des droits humains dans le sport, en particulier pour les personnes directement affectées, comme l'ont témoigné l'engagement international pour Hakim, celui pour un accès permanent des femmes au stade en Iran ou encore contre les abus commis contre les femmes footballeuses en Afghanistan. Il a aussi su se positionner en tant que centre d'expertise, en partageant les leçons apprises pour l'intégration des droits humains dans les processus de candidature de grands événements sportifs et en diffusant les outils développés par tous les acteurs et actrices. En devenant un point de référence global, il est en train de gagner la légitimité nécessaire pour avoir un impact et apporter des réponses applicables aux défis des droits de l'homme dans le sport. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes heureux d'avoir pu accueillir encore une fois en Suisse une étape du Sporting Chance Forum, rendez-vous annuel qui nous permet de faire le point sur la mise en œuvre des Sporting Chance Principles. Je constate avec grand plaisir et avec orgueil que le saut de qualité annoncé lors du dernier passage du peloton du SIF en 2017 dans notre pays est désormais une réalité. L'un des objectifs clés du forum était de mobiliser un plus grand nombre d'organismes sportifs à s'engager en faveur des droits humains, en rendant ceux-ci plus accessibles et en les expliquant dans un langage qui leur est familier. Il s'agissait aussi de renforcer l'engagement des États du Sud, notamment en Afrique, comme nous l'a montré l'exemple des consultations sur les droits de l'enfant et le sport à Kigali. Ces objectifs continueront de guider nos actions. En tant que pays hôte de plusieurs dizaines d'importantes fédérations sportives internationales, nous sommes conscients de notre responsabilité particulière. À l'issue de ce rendez-vous annuel, nous constatons que beaucoup d'idées pratiques ont été partagées et nous aimerions que toutes les organisations sportives saisissent cette opportunité de traduire les Sporting Chance Principles dans la réalité. Nous souhaitons travailler encore plus avec elles afin de contribuer à la réalisation de leurs engagements au bénéfice du plus grand nombre, y compris les personnes les plus vulnérables. Mesdames et Messieurs, j'aimerais pour terminer rendre hommage à Mary et Mary. Sous le leadership éclairé de Mary Robinson, nous avons pu écarter nos doutes et hésitations et donner forme à une structure pour travailler vers un monde où le sport et les droits de l'homme seront complètement alignés. Sous le guide déterminé de notre capitaine d'équipe, Mary Harvey, nous sommes convaincus que le Centre sera un puissant catalyseur pour la réalisation de la pleine puissance positive du sport. Nous en sommes très reconnaissants. Et vous pouvez être assurés que le gouvernement suisse restera à vos côtés en tant que hôte et en tant qu'allié, pour le sport, pour les droits humains et pour le futur. Je vous remercie. Madame la représentante du gouvernement suisse, Mesdames et Messieurs, chers amis représentants des organisations internationales, mais avant cela, j'aurais voulu d'abord saluer et rendre hommage à Madame Robinson, qui est l'ancienne présidente d'Irlande, comme vous le savez, mais présidente aussi des aînés et présidente du Centre pour les droits
pour le sport et les droits de l'homme. Et bien entendu, je ne manquerai pas de saluer l'autre Marie qui est ici présente. Mesdames et messieurs, tout protocole respecté. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'être parmi vous pour la clôture de cet important forum. Permettez-moi tout d'abord de joindre mes propres remerciements à ceux de mon organisation, c'est-à-dire l'OIT, et de ce mandat, à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce forum. Je remercie l'Office des Nations Unies à Genève qui a pris le relais de l'UNESCO pour accueillir ce forum. J'y vois là une preuve évidente de l'attachement des Nations Unies au centre. Un attachement qui est aussi manifeste à travers le soutien sans faille du Commissariat pour les droits de l'homme. Mes remerciements vont aussi à la Confédération helvétique qui joue pleinement son rôle d'État hôte pour le centre. Je souhaite aussi rappeler l'appui technique de l'Institut des droits de l'homme et des entreprises représenté par son directeur général, M. Morisson, que je salue au passage. Je me réjouis de la participation à ce forum d'un nombre important de fédérations sportives internationales, de même qu'un nombre croissant de gouvernements. Je salue l'initiative de faire appel à d'autres institutions telles que l'Organisation internationale de la francophonie sur le terrain et pour faciliter la diversité linguistique par ailleurs. Notre force est celle de rassembler autour du mandat du centre avec une vision vers l'avenir et une participation des pays comme le Rwanda et le Mexique, ce qui en fait la preuve. Je voudrais enfin rappeler combien le tripartisme, le dialogue social ont permis au centre de faire avancer les thèmes de défense des droits humains. Cette initiative multi-acteurs a progressé rapidement et efficacement grâce à une base tripartite, notamment grâce à la contribution de nos constituants, notamment la Confédération internationale des syndicats et l'Organisation internationale des employeurs, Uni Global et World Players Association. Que tous soient remerciés pour leur contribution. En tant qu'Organisation internationale du travail, nous nous réjouissons de faire partie du centre et soutenons une démarche qui voit nos constituants en première ligne et à la manœuvre. Votre réunion s'est tenue durant l'année du centenaire de l'OIT et parmi toutes les manifestations, il me semble effectivement important que le sport et ses acteurs, les athlètes, les organisateurs d'événements, les fédérations trouvent leur place. Vous me permettrez une digression. J'ai personnellement très apprécié le fait que le film ait été, ici présenté à cette assemblée et je pense qu'il mérite ce film d'être présenté dans d'autres enceintes parce qu'il montre que l'idée d'associer et de combiner les droits de l'homme et le sport, c'est une idée qui date de longtemps, près de 100 ans, et qu'aujourd'hui nous avançons sur ce terrain-là, et qui veut dire qu'il y a eu des précurseurs. Il nous reste à nous ici de faire que ça soit une réalité de tous les jours. Ce n'est pas un hasard si la première réunion sur le thème du travail et le sport, et on l'a vu dans le film, s'est tenue à l'OIT en 1929. Elle avait accueilli le baron Pierre de Coubertin, dont nous savons tous le rôle dans le développement du sport et du mouvement olympique. Nous sommes convaincus qu'ensemble, vous avez, ou plutôt, nous avons un rôle essentiel à jouer, à la fois dans le milieu, dans le monde du sport lui-même, que cela soit au niveau local, national ou international, en vous assurant que le travail, sous toutes ses formes et quel que soit celui qui l'exerce, soit un travail décent. Et parallèlement, de manière tout aussi fondamentale, pour promouvoir le travail décent, cette valeur de dignité plus largement dans nos sociétés. Sans revenir sur les points qui ont fait l'objet de vos échanges, je voudrais insister sur l'importance de continuer à consolider notre coopération. Mesdames et messieurs, 4 thématiques transversales doivent occuper une place centrale dans les discussions et les réflexions. 1. Les droits humains et les droits fondamentaux au travail dans les chaînes de valeur sportives. 2. Le développement des compétences dans les événements sportifs majeurs. 3. La gouvernance du sport. Et enfin, les conditions de travail des athlètes.
J'en suis convaincu. Notre travail conjoint est fortement utile et nécessaire. Il contribue à faire évoluer le monde du sport vers davantage de transparence, faire du sport une part intégrante de la promotion du développement durable. Je pense en particulier à tous les sportifs qui s'engagent à tous les niveaux, que ce soit le niveau local, national ou international, et qui doivent, ces sportifs, participer aux échanges du centre. Tous doivent avoir une voix et contribuer notamment et positivement à l'agenda du travail décent et les 17 objectifs de développement durable pour lesquels nous nous sommes tous collectivement engagés. Ce travail s'inscrit dans la continuité de la déclaration de Kazan de 2017 sur le sport et l'éducation physique, adoptée par l'ensemble de la communauté internationale. Et je voudrais en rappeler quelques étapes, du moins les jalons les plus récents. Tout d'abord, le dialogue sur les indicateurs d'impact du sport. Il s'est tenu le 20 novembre 2019, donc récemment, donc, à l'initiative du Commonwealth, et ils viennent de finir leur réunion ici, et de l'UNESCO avec leur groupe de travail. Le prochain rendez-vous est le Forum global sur le travail décent et le sport qui sera organisé à Genève les 20 et 22 janvier prochains par l'OIT. Le travail décent, et notamment pour les athlètes, sera au cœur des discussions. Ce forum se tiendra selon le format d'une réunion tripartite sectorielle dont la tenue a été décidée par le conseil d'administration de l'OIT. Je remercie encore une fois de plus Mme Robinson pour son leadership, sans lequel les progrès accomplis n'auraient pas été possibles, et remercie chacun d'entre vous pour sa contribution. Découlant de la charte, le Centre pour le sport et les droits de l'homme est en train de trouver une place entre le monde du sport et le monde des institutions et des défenseurs des droits humains et du travail, bien sûr, et bien au-delà. Cela ne peut que nous réjouir. Mesdames et messieurs, sur ce, je vous remercie pour votre attention. Good afternoon. Bonsoir. Le Conseil consultatif mercredi a démontré ce que le Centre a fait ces dernières années, ce que les parties prenantes du Centre ont fait ces dernières années, mais également le travail qui reste à faire. Je remercie Marie Harvey, M. Rock, l'équipe du Centre, la HRB, le directeur du Centre, les directeurs du Centre, et bien évidemment Mary Robinson de l'excellent travail qu'ils ont fait cette année passée. N'oublions pas que non seulement ils doivent donc travailler à ce que fait le Centre, ce que nous avons évoqué ici, mais également ils doivent structurer le Centre, ses activités, et tout cela dans le cadre de ressources très limitées. Ils ont fait un véritable miracle cette dernière année, et nous devons les féliciter de cette grande réussite. Le Centre va grandir encore l'année prochaine. Ce sera toujours un petit centre avec des ressources très limitées. Le Centre veut faire intervenir des changements sur le terrain, dans le monde du sport, et à cette fin, il a besoin de la force de ses parties prenantes, de la force des personnes ici présentes. C'est ainsi que le Centre peut faire la différence, car il bénéficie de l'appui de gouvernements, d'ONG, d'organes sportifs, d'employeurs, d'entreprises, et j'en passe. Et ce sont à ces acteurs, c'est à ces acteurs de promouvoir le programme de travail que nous avons. Regardez ce qui se passe au Qatar. Cela démontre qu'une action collective peut faire parvenir à des changements sur le terrain et peut faire d'un énorme événement sportif un tsunami de changement. La fin du système de la kafala, l'introduction d'un salaire minimum sans discrimination, la coopération avec les syndicats dans le suivi des conditions de travail des migrants.
Tout cela n'a été possible que grâce à notre participation conjointe et à notre action collective. Le travail important du centre en Afrique a été évoqué au cours du forum, la coopération avec ces acteurs permet d'intégrer davantage d'acteurs, de créer un véritable changement sur le terrain. Nous avons une représentation dans 150 pays, nous représentons un grand nombre d'entreprises et nous sommes prêts à appuyer le centre. Il en va de même, j'en suis sûr, pour les syndicats. Tim en parlera dans un instant. Il y a énormément de processus où le centre peut jouer un rôle. Il y a des pays qui ouvrent la voie aujourd'hui dans le cadre de leurs plans nationaux d'action pour éradiquer le travail des enfants, le travail forcé, et tout cela pourrait donner des options au choix afin de promouvoir son propre programme en faveur de l'enfance. Le travail actuel du Haut-Commissariat aux droits de l'homme sur l'accès aux voies de recours permettra de nourrir notre travail sur ce même sujet et nous permettra de coopérer avec le Haut-Commissariat aux droits de l'homme. L'orateur précédent a parlé du travail décent dans les forums sportifs, un forum qui aura lieu la prochaine fois en janvier. Cela nous permettra d'avancer sur les principes fondamentaux, les droits et les conditions de travail pour les athlètes. Chers collègues, l'accès aux voies de recours a été au cœur de nos préoccupations dès le début de nos travaux. Et une des grandes avancées du centre. Cet après-midi, nous avons entendu un discours très émouvant qui nous a tous touchés, Hakim. Nous avons suivi toutes les affaires dont vous avez entendu parler. Nous avons entendu évoquer un certain nombre d'affaires hier et aujourd'hui, en effet. Le monde regarde. Les violations ne sont ni tolérées ni oubliées et la pression existera et elle sera exercée jusqu'à ce qu'une voie de recours soit offerte. Dans l'année qui vient, nous allons devoir réfléchir à la manière de formaliser le travail du centre, à mieux le structurer pour le rendre plus efficace. Enfin, pour conclure, je puis vous assurer que les entreprises qui composent notre fédération nous appuient considérablement. Nous souhaitons avoir un impact et continuer de croître. Je vous remercie. Chers collègues, tout d'abord, je reprends à mon compte les commentaires et les remerciements exprimés précédemment par monsieur. Je ne vais pas le répéter pour faute de temps. Il s'agit du troisième forum de ce genre. Et il y a des leçons que l'on peut tirer des deux premiers forums. À mes yeux, les enseignements qu'on peut tirer du premier forum à Washington, c'est qu'il y avait un certain nombre d'attentes avec évidemment ce qui a été dit à l'époque, les enfreintes qu'avaient vécues les gens dans le monde sportif. Le deuxième a eu lieu à l'UNESCO à Paris. Nous avons entendu davantage de témoignages, bien souvent terribles, particulièrement perturbants. Tout cela nous a aidé à comprendre l'ampleur du défi auquel nous sommes confrontés, la nécessité essentielle qu'il y a à mettre en place un système centré sur le sport et les droits de l'homme. Le troisième forum, cette semaine, nous a permis de découvrir que cette question est en cours d'approfondissement. Nous avons également vu des preuves des effets du Centre pour le sport et les droits de l'homme, les faits qui ont déjà eu lieu et qui continueront d'avoir lieu, la campagne en faveur d'Hakim menée par M. Foster qui a contribué à sa libération et lui a épargné davantage de tortures, voire le décès. Même chose pour les fans de football en Iran, les femmes au Pakistan, pour trouver des voies de recours pour ces personnes, intégrer les droits de l'homme dans le sport, dans tous ses aspects, sur tous les continents, et là nous nous félicitons
du travail du centre qui s'est élargi du point de vue géographique également. Et je souhaite également reconnaître tous ceux qui partagent cet effort commun. Nous avons également entendu d'autres témoignages sur l'ignorance de la présence et de l'importance des droits de l'homme dans le sport, l'opposition active de personnes puissantes face à ce programme. Des gens de pouvoir qui sont déterminés à maintenir leur pouvoir absolu sur les athlètes et tous les autres qui construisent les stades, les travailleurs qui produisent les marchandises et qui organisent des événements sportifs, les gens dont le travail génère 1000 milliards de dollars par an dans le cadre de cette industrie, une énorme industrie mondiale, plus d'1% du PIB mondial. Cette industrie n'existe pas dans un vide et elle ne peut pas d'ailleurs continuer d'exister comme si c'était une exception. Elle s'inscrit dans l'économie mondiale, elle dispose et elle a les mêmes obligations que les autres. Plus de buts systématiques des femmes footballeurs, plus de harcèlement des jeunes garçons et des jeunes filles, plus d'impunité en d'autres termes. Nous savons que l'état de droit et les droits de l'homme sont confrontés à de nombreux défis dans bien des endroits, y compris d'ailleurs dans certains des pays qui ont rencontré le plus grand succès au niveau du sport. Comme le demandait M. Al-Hussein hier, si on pouvait réunir 1 million de personnes dans la rue pour les droits de l'homme, est-ce qu'on pourrait le faire? Mais je pense dans cette mesure, nous l'avons fait. La mobilisation du public pour la justice climatique, pour les droits de l'homme, pour la justice économique, pour les droits des femmes, et j'en passe, ont jeté dans la rue 100 millions de personnes cette année aux 4 coins du monde. Pour certains, la répression de ces manifestations publiques, de cette exigence des droits, leur a coûté la vie. Cette semaine, 300 personnes ont été tuées dans le monde dans des manifestations. Des gens qui ne faisaient que faire état de leurs droits et demander justice. Il faut que ces droits soient respectés par les autorités. L'industrie sportive, le monde du sport a toujours eu un choix. Soit nous acceptons les obligations additionnelles, nos responsabilités, soit nous décidons de garder un pouvoir absolu sur la vie des gens. Avec ce centre, il n'y a plus d'excuses pour faire le mauvais choix. Il n'y a plus d'excuses et on ne peut plus se cacher. Nous avons entendu des médias évoquer ces histoires. Nous avons entendu des acteurs qui se sont ralliés au mouvement, des ONG qui ont mené des campagnes pour trouver des solutions, des fédérations qui assument leurs responsabilités et qui les prennent au sérieux, les institutions nationales des droits de l'homme qui se rallient à ce travail, les athlètes, les joueurs qui font également leur part du travail, les organisations intergouvernementales, les universitaires qui se rallient à cette cause et bien d'autres encore. Et comme je le disais, je dois mentionner spécifiquement le gouvernement suisse, puisque j'ai parlé des gouvernements. La Suisse accueille les sports, mais également les droits de l'homme. Et dans ce pays, accueillir cet événement nous montre qu'il y a un mariage entre le sport et les droits de l'homme. Chers collègues, au sein du Centre pour les sports et les droits de l'homme, il y a quelque chose d'unique et de puissant. Il s'agit d'un mandat fondé sur les droits, il y a un savoir-faire sans égal au sein du centre. Nous devons donc lutter contre les pouvoirs avec notre propre pouvoir pour que des gens comme Hakim puissent vivre une vie sans peur. Ce que je retiens de cette 3e édition du forum vient du dîner que j'ai eu hier soir avec Abdulaziz et Hakim et de ce que j'ai entendu aujourd'hui. 2 hommes mis dans des cages, l'un tendant la main à l'autre, de part et d'autre du monde. Ces 2 hommes ont établi un lien. Et ici, on voit que ce lien est bien réel, bien tangible. D'ailleurs, ils sont assis l'un à côté de l'autre. Et je crois que c'est un privilège pour nous que d'être avec eux. Ce n'est pas seulement notre privilège, d'ailleurs, c'est également notre obligation.
Nous devons en effet poursuivre le travail qui doit être fait pour que cette institution unique devienne le centre du sport et des droits de l'homme. Merci beaucoup. Yes, madame. It's hard to listen to. Il est difficile d'entendre 5 discours et de rester alerte, mais je vais essayer de condenser mon propos parce que je suis d'accord avec à peu près tout ce qui a été dit. Mais il y a une chose que je dois corriger de ce qu'a dit Tim. Il s'agit là de la 4e édition du Forum. La première édition a eu lieu à Washington en 2016, la deuxième à Genève en 2017, la troisième à Paris en 2018, et il s'agit donc de la 4e édition. Et je suis désolé de ne pas avoir pu être parmi vous hier, mais j'étais très impressionné néanmoins par la qualité des échanges aujourd'hui. Alors que je rentrais dans la salle, à vrai dire, j'ai senti un immense honneur, car je crois que le centre est mûr aujourd'hui. C'est comme si nous étions là depuis 10 ans. On n'a pas l'impression d'avoir simplement 4 ans. Avec les 2 rapporteurs, les 2 experts de l'ONU, dans le panel, j'ai eu le sentiment qu'on avait tiré des apprentissages de l'année dernière. On avait dit à Paris qu'on vous donnerait la parole et nous vous l'avons donnée. Je crois que vous l'avez prise. Les jeunes ont certainement largement pris la parole aujourd'hui et comme nous l'avons dit précédemment, nous avons entendu des histoires particulièrement émouvantes, notamment celle de Hakim Arabi, la conversation avec Craig Foster, également des histoires puissantes qui nous rappellent pourquoi la communauté des sports et des droits de l'homme, ou les communautés des sports et des droits de l'homme, doivent approfondir leurs relations, jeter des passerelles pour faire face aux menaces contre les droits de l'homme aux 4 coins du monde. Je suis particulièrement préoccupé par la situation mondiale d'aujourd'hui qui est dangereuse à bien des égards. Les pulsions autoritaires de certains gouvernements, l'espace qui va se rétrécissant comme peau de chagrin pour les ONG, les menaces qui pèsent sur les hommes et femmes courageux qui défendent les droits de l'homme, les menaces qui pèsent sur les migrants qui sont perçus comme étant des étrangers ou les autres en quelque sorte, mais également l'impasse de la crise climatique qui menace des millions de vies et bien d'autres encore à l'avenir et dans les années à venir. Ces défis exigent que les gouvernements jouent un rôle moteur. Alors c'est vrai pour le gouvernement suisse, comme cela a été dit à juste titre. Il suffit de voir comment ce centre s'est développé et j'espère fortement que nous pourrons élargir les gouvernements qui participent à cette initiative et qu'elle pourra devenir, ce faisant, plus mondiale. Comme je le dis souvent, et là je cite mon ami Desmond Tutu, je suis un prisonnier de l'espoir et je suis convaincu qu'au milieu de cette période difficile, voire chaotique, il y a des opportunités de créativité qui s'offrent à nous, comme nous avons pu le constater dans le cadre de ce forum. Que je disais l'année dernière, lorsque nous nous sommes rencontrés à Paris, il va sans dire qu'il y a une possibilité de faire avancer le programme des droits de l'homme par le truchement du sport. Nous devons utiliser tous les outils dont nous disposons afin de faire passer le message selon lequel les droits de l'homme sont importants, et en particulier aux plus jeunes. Je suis convaincu que grâce au forum et à votre travail, individuel et collectif, nous parviendrons à cela. Nous savons également qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, cela étant dit, pour que l'aspiration devienne réalité. Les organisations sportives se sont engagées à agir et nous avons beaucoup entendu parler de cela lors du 2e panel de ce matin. Et elles ont besoin d'un appui pour mettre en place des réformes, construire leurs capacités en matière de droits de l'homme et assumer pleinement la responsabilité de l'impact sociétal qu'elles ont. Et je suis heureuse de voir que davantage d'organes sportifs ont participé à la réunion de cette année, ce qui démontre qu'ils sont prêts à coopérer, à apprendre, et nous devons étayer ce travail dans les années à venir. Ce fut un grand honneur pour moi que d'être la présidente fondatrice en instance de ce Centre pour les sports et les droits de l'homme. Je vais, comme vous le savez, certainement
vous quitter dans l'année lorsque la prochaine ou le prochain président sera élu, mais je m'intéresse toujours au bébé que j'ai eu et évidemment ce bébé est devenu aujourd'hui plus qu'un adolescent, assez mûr. Donc je vous remercie toutes et tous qui avez participé au travail important depuis la création du centre en juin de l'année dernière à Paris. C'était notre 3e année, Tim. Et je suis franchement très impressionné par les objectifs que nous nous sommes fixés et par la coalition qui va croissant de différentes parties prenantes qui appuient le Conseil par le biais de ce Conseil consultatif. Nous saluons le fait qu'il s'agisse d'une organisation indépendante qui offre un espace sûr pour un dialogue respectueux et une action conjointe qui se concentre sur les gens qui sont touchés par le sport le plus directement, y compris les athlètes, les enfants. C'est le 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant, les travailleurs, les amis, les fans, les communautés. Et je pense qu'il faut qu'on poursuive ce travail dans cet esprit. Je conclurai en précisant mes attentes vis-à-vis de vous toutes et de vous tous. Ce que j'attends, disais-je, de vous toutes et de vous tous. Je vous exhorte à demeurer engagés, à continuer de trouver de la force dans la coalition très diverse qui s'est réunie pour faire face à des défis complexes, des défis dans le monde sportif. Nous avons vu les changements positifs qui peuvent se produire grâce à l'action collective, même d'ailleurs sur des questions de droits de l'homme. Nous avons entendu un exemple d'un individu aujourd'hui, et c'est possible avec un appui continu de votre part. Et ceux d'entre vous qui participent à ce forum pour la première fois, je vous invite à réfléchir à ce que votre organisation peut faire pour appuyer le centre et ce que le centre peut faire pour vous aider. Alors que nous avancerons à l'avenir, je pense que ce serait un bon moyen de pleinement mobiliser le pouvoir du sport pour renforcer les droits de l'homme pour toutes et pour tous. J'aimerais maintenant parler d'un honneur que j'ai eu quand j'étais présidente de l'Irlande. C'est là que j'ai compris l'importance du sport dans la vie des jeunes en particulier. Bien évidemment, j'avais les meilleures places dans les stades, mais en regardant les femmes sportives, j'ai vu que les publics allaient en augmentant année après année, parce que lorsque la présidente va à un événement sportif, les gens se disent que c'est important, qu'il faut y aller. C'était ma modeste contribution et j'ai pu voir de mes propres yeux que c'était vrai. Mais le sport est une source d'inspiration, les droits de l'homme sont une source d'inspiration et ces deux sources sont une excellente manière de transmettre aux jeunes le message selon lequel il s'agit là d'une partie importante de leur avenir. Ils peuvent ainsi devenir de véritables citoyens du monde, des citoyens qui comprennent l'importance des défis auxquels nous sommes confrontés d'une part, mais également l'importance de l'action collective. Je suis si fier de ce que vous avez fait toutes et tous. Je suis très heureuse d'avoir pu jouer un petit rôle là-dedans. Je poursuivrai évidemment jusqu'à la fin de mon mandat en tant que présidente, mais quoi qu'il en soit, je suivrai de très près et toujours les activités du centre. Bien, je crois que le moment est venu. Nous en sommes donc à la dernière partie du match. Je remercie nos supporters, le groupe ici représenté, avec certains des membres fondateurs du Centre pour les sports et les droits de l'homme, et Mary Robinson, qui porte le drapeau en tant qu'ancienne haute commissaire aux droits de l'homme de l'ONU. Ce qui rend ce centre tout à fait unique est là, dans cette salle. Regardez cette salle sublime. Il s'agit de la salle des droits de l'homme. C'est là que le Conseil des droits de l'homme se réunit. Et nous sommes ici parce que nos membres fondateurs, les agences de l'ONU essentielles, l'OIT, l'UTC, le haut-commissaire, l'UNESCO et d'autres acteurs encore sont là et nous en savons gré. Et nous remercions le gouvernement suisse également qui a été
qui nous a beaucoup appuyés tout au long de la phase d'incubation et en outre, nous résidons ici. Dans le cadre de ce forum, nous nous sommes fixés plusieurs objectifs. Et aujourd'hui, nous avons réfléchi à ce que nous avons fait en tant qu'anciens athlètes. On a tendance à se concentrer sur les résultats pour voir comment y parvenir. Nous nous sommes fixés plusieurs objectifs pour cette année. Nous avons décidé de parler d'action collective, n'est-ce pas? À savoir comment progresser en matière de droits de l'homme en travaillant ensemble pour parvenir à faire quelque chose qu'on ne pourrait peut-être pas faire seul. Deuxièmement, nous souhaitons faire intervenir davantage d'organes sportifs. On est un petit peu trop du côté du football et je dois dire que je n'aide pas vraiment non plus. Mais on souhaite ouvrir les bras à d'autres organes sportifs, en particulier ceux qui sont de l'autre côté du lac à Lausanne. Nous souhaitons en outre avoir un dialogue avec les gouvernements. Nous sommes ici aux Nations Unies, chaque gouvernement a un siège, mais nous souhaitons également que davantage de gouvernements interviennent parce qu'il est important, comme le disait Mary Robinson, que nous soyons une organisation internationale et nous devons donc avoir des représentants partout dans le monde. Cette année, nous avons essayé de faire intervenir nos frères et sœurs de différentes régions du monde. Nous souhaitions en outre, enfin, évoquer un certain nombre de questions essentielles. Parler des droits de l'homme dans le cadre des activités sportives, nous souhaitions vous faire part d'exemples démontrant que ces groupes sont essentiels, qu'il faut les consulter lorsque l'on essaye de progresser en matière de droits de l'homme et de sport, que ce soit du point de vue des politiques ou de la mise en œuvre, ou lorsqu'il s'agit tout simplement de résoudre des problèmes, que vous soyez un organe sportif, un gouvernement ou le Centre pour les sports et les droits de l'homme. Il faut parler aux gens qui sont touchés, qui ont été touchés, qui pourraient être touchés grâce aux politiques que vous concevez. Tout cela est essentiel pour trouver des solutions et pour progresser. J'espère que nous y sommes parvenus cette année, c'est ce que nous nous étions fixés. J'espère que nous y sommes parvenus. Et c'est avec grand regret et avec mes remerciements que nous parvenons maintenant à la fin de la 4e édition du forum. Mais avant cela, je dois faire quelques remerciements. Moi, je suis là, ici, avec ma veste rose, mais finalement, je ne suis que aussi bonne que les membres de mon équipe. Je remercie donc l'équipe des sports et des droits de l'homme. Levez-vous, s'il vous plaît. Merci pour tout ce que vous avez fait pour avoir rendu cette édition possible. Et je souhaite remercier enfin John Morrison. John Morrison et Madame Robinson ont pris la décision il y a maintenant quelques années, par le biais de notre société mère, de lancer ce projet, d'incuber ce bébé qui est devenu aujourd'hui le Centre pour les sports et les droits de l'homme. John, merci. Merci d'avoir joué un rôle moteur et merci d'avoir donné naissance à ce magnifique bébé. Merci à toutes et à tous d'être venus de loin pour appuyer le travail du Centre. Nous sommes impatients de vous revoir. Ce sera certainement ailleurs, je dirais peut-être à l'ouest d'ici. On réfléchit à nous éloigner de l'Europe continentale, les Amériques, l'Asie. On souhaite que le Centre pour les sports et les droits de l'homme puisse intervenir partout dans le monde. Merci de votre appui une fois de plus et nous vous souhaitons un excellent retour chez vous.